les syndicats ouvriers américains qui se prononcent avec cette déclaration. Je pense que c'est comme on dit, il y a le flic de la région, c'est Israël, mais le commissariat, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. On arrive à les faire céder, je pense qu'Israël arrêtera ce qui malheureusement ressemble à un massacre, voire à un génocide. Alors, nous, membres du mouvement ouvrier américain, pleurons la perte de vie en Israël et en Palestine. Nous exprimons notre solidarité avec tous les travailleurs et notre désir commun d'une paix en Palestine et en Israël. Et nous en appelons au président Joe Biden et au Congrès pour qu'il pousse à un cessez-le-feu immédiat et à la fin du siège de Gaza. Nous ne pouvons pas frayer un chemin vers la paix à coups de bombes. Nous condamnons également tous les crimes de haine contre les musulmans, les juifs ou qui que ce soit. En publiant cet appel, les syndicats américains rejoignent les efforts de 13 parlementaires et d'autres qui appellent à un cessez-le-feu immédiat. Les droits fondamentaux doivent être restaurés. L'eau, le carburant, la nourriture, les autres aides humanitaires doivent pouvoir parvenir à Gaza. L'électricité doit être rétablie et les citoyens étrangers ainsi que les Palestiniens nécessitant des soins médicaux doivent pouvoir sortir de Gaza. Les otages israéliens emmenés par le Hamas doivent être immédiatement libérés. Le Hamas et Israël doivent se conformer aux normes des lois internationales et aux règles de la guerre définie par la Convention de Genève en matière de protection et de sécurité des civils. Il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat à Gaza. La spirale de la violence doit s'arrêter pour que négociations pour une paix durable avancent. Les États-Unis doivent agir. Nous appelons le président Biden à appeler immédiatement un cessez-le-feu. Le chemin de la justice ne peut être pavé de bombes et de guerre. Le chemin de la paix ne peut se trouver par la guerre. Nous nous engageons à travailler en solidarité avec les peuples palestiniens et israéliens pour atteindre la paix et la justice. Les syndiqués viennent de diverses horizons, dont des juifs, des musulmans et des communautés du Moyen-Orient. L'escalade de guerre et de vente d'armes ne sert les intérêts d'aucun travailleur. Au bout du compte, nous voulons tous un endroit pour qu'on puisse appeler chez nous et où nos enfants puissent grandir en sécurité. Les travailleurs du monde entier veulent et méritent de vivre libres des conséquences de la violence, de la guerre et de la militarisation. Des milliers d'Américains ont rejoint le mouvement de solidarité mondiale qui demande un cessez-le-feu immédiat. C'est au tour du mouvement ouvrier de se faire entendre sa voix et de réclamer un cessez-le-feu. Ensemble, nous pouvons nous battre pour la paix, la justice, un meilleur futur pour les travailleurs du monde entier. Alors moi je terminerai, comme ils le disent dans la décla, veuillez signer cet appel et ajouter votre nom à une liste croissante de militants ouvriers appelant à cessez-le-feu immédiat à Gaza. Moi j'ai fait prononcer et j'ai fait voter majoritairement ma fédération FO Cheminot. C'était un congrès national et donc majoritairement on a relayé cet appel, on l'a diffusé autour de d'autres syndicats pour qu'il la relaie, la CGT, Solidaire, etc. Il faut absolument que toutes les organisations ouvrières signent cet appel, voilà. Et peut-être qu'on fera craquer les États-Unis et la France, leur gouvernement. Je pense que le drame qui se passe en Palestine, tout le monde est au courant et je peux dire que tout le monde est coupable. L'ONU, qui est leur siège qui est aux États-Unis, je ne connais pas, j'attends mais je ne connais pas. La France, qu'on est là, et les complices. Quand on parle, on ne met pas la politique et les problèmes d'humanisme. Il y a des innocents, des familles qu'on se tue comme des chiens et des gens. Ça ne se fait pas. Ça fait mal. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Pourquoi Palestine? Vraiment. Il y a la guerre même chez moi, actuellement. Je suis d'origine malienne. Mais Palestine, c'est pire. C'est grave. Moi, je vous demande à notre député qui est M. Thomas, Madame et Messieurs, chers invités, de donner la main à la main pour aller, même si il faut qu'on se déplace pour aller aux États-Unis, à l'ONU, comme Madame qui a fait, d'aller défendre les Palestines. C'est les innocents, c'est les petits. Si je pense qu'on peut couper la communication d'après l'explication qui a été donnée à la salle, qu'on coupe la parole et on coupe la communication, on ne donne pas à manger ni les médicaments, ça fait très mal. On est tous des êtres humains. Donc on peut faire la politique, mais pas faire la politique sur un seul pays qu'on veut le détruire. Ça ne se fait pas. Et ça ne doit pas se faire. Et je demande de cesser le feu immédiat à Palestine. Je vous remercie.
complotistes, fascistes, antisémites et tous les noms d'oiseaux. Il y en a homophobes, islamophobes, tout ça, depuis 5 ans. Voilà. Ça, c'est pour les présentations. Je voulais juste vous dire... Le micro. On a les mêmes ennemis, ici. C'est les mêmes. On a beau dire... bon, j'ai entendu Macron un petit peu complice, un petit peu... C'est les mêmes. Les mêmes que Netanyahou, que tous les autres. Voilà. Ils ne vont pas arrêter ni la guerre avec les Russes, ni avec ni l'ONU, ni le... l'OMS, personne ne les arrêtera. Ils sont dans une machine à broyer. Voilà. Oui, ils sont partis pour faire une guerre à n'en plus finir. Voilà, et ça ne concerne pas que la France insoumise, on est tous concernés. Il va falloir élargir les rangs et prendre un peu de hauteur pour voir à quoi on est broyé là. Ça fait 5 ans qu'on essaie de discuter. Voilà, il va falloir qu'on avance un petit peu. Des chrétiens palestiniens. Merci, j'ai pas compris ton prénom. Patricia. Patricia. Voilà, je connais certains. Alors, Abderrazak. Moi, je suis très content de me joindre à vous. Vraiment très très content. En fait, moi, je prends la parole surtout pour vous remercier pour l'organisation de cette réunion et aussi remercier LFI, sachant que je ne suis pas du tout LFI, je suis socialiste, mais vraiment, depuis le début, depuis le 7 octobre, je dirais c'est le seul parti de gauche qui a pris les devants et qui savait vers où on y allait. J'ai bataillé durement au sein de mon parti pour faire reconnaître que ce qui se passe en Israël, ce n'est pas qu'une défense, ce n'est pas qu'une légitime défense, c'est vraiment un massacre qui se prépare. Bien évidemment, comme le disait très bien Antonio, on condamne les massacres du 7 octobre, mais vraiment, la vengeance qui passe derrière, c'est vraiment un génocide. Donc, je vous remercie. Moi, bien évidemment, vous avez parlé de tout, vous avez vraiment abordé tous les sujets. Moi, il y a un sujet qui me tient à cœur, comme cela a été fait pour la Syrie, pour la Libye. Moi, j'aimerais bien, et c'était la proposition du député, c'est comment poursuivre les franco-israéliens qui sont partis là-bas pour se battre, et ainsi que les franco-israéliens, comme vous l'avez dit, ce n'est pas ceux qui commettent des actes de violence parce qu'ils sont colons, mais qui sont tout simplement colons. Ils ne doivent pas être colons là-bas, en Israël, parce qu'ils sont franco-israéliens. J'aimerais bien, mais vraiment j'aimerais bien qu'on trouve une solution, comme cela a été fait pour la Syrie et pour la Libye. J'en ai marre des doubles standards. Merci beaucoup. Toujours est-il que Aimé Césaire avait dit que le peuple martiniquais n'est pas... Enfin, la population martiniquaise n'est pas une population, c'est un peuple, et ce n'est pas un territoire, c'est un pays. Si on part sur l'historique, et ce qui s'est passé, et je ne suis pas surpris de la réaction du prince Charles, et comment? Vous le savez peut-être tous ici, que c'est la cartographie qui nous pose problème. Si nous partons sur 2 États, on peut savoir sur quelle délimitation des frontières? La déclaration de Balfour, 48, les 4 guerres qu'il y a eu après. Comment partager une terre où les 3 religions abrahamiques se sont retrouvées et ont contribué, quand on pense à l'histoire de cette région, le croissant fertile, pour ne pas aller trop loin, c'est énorme. On ne pourra pas, me semble-t-il, prendre une terre, la diviser par 2, et sûrement pas en suivant la cartographie de qu'ont fait les Anglais, parce que l'historique et la science livresque nous l'apprend, ce sont bien les Anglais, depuis le début, au sortir de la guerre, je ne vais pas faire l'historique non plus, mais c'est juste un tout petit peu d'histoire. C'est au sortir de la Première Guerre mondiale et de la perte de l'Empire ottoman que les Anglais ont commencé à découper minutieusement, comme de la dentelle, un territoire dont les frontières ne sont pas... on ne peut pas avec un équerre comme ça, une équerre tracée. Non, l'historique est important. Je crois plus, me semble-t-il, à un... Oui, vous avez raison, on va y aller du Jourdain jusqu'à la Méditerranée. Juste un pays, et pourquoi pas un État
mais ça avait déjà été dit, à 2 têtes bicéphales. Ça s'est déjà vu partout. L'ex-Yougoslavie, c'était quoi? Donc on pourrait peut-être raisonnablement mettre en place effectivement un État bicéphale avec une capitale pour tous. On ne va pas non plus continuer à découper la capitale. Et il a raison, monsieur de la CGT. Je ne crois pas que ce soit à nous de prendre ces décisions. C'est au peuple. Et n'oublions pas les chrétiens. Ils sont là aussi. Comment voulez-vous qu'on fasse la paix si on oublie les chrétiens? Et j'en reste là. Au revoir, messieurs, dames. Merci. La menace israélienne, c'est la menace américaine, puisque en fait ce sont les Américains qui déploient d'ailleurs, qui ont maintenu un sous-marin à proximité de l'Égypte et de la Palestine. Le parapluie d'Israël, ce sont les États-Unis, et d'une certaine manière aujourd'hui aussi la France qui accompagne le discours néoconservateur de choc des civilisations qui est né aux États-Unis mais qui existe en France depuis plusieurs décennies maintenant. Et puis je voulais aussi faire un petit point sur la République démocratique du Congo. Ça n'a pas l'air d'avoir un lien, mais en fait moi il se trouve que je suis déplacé là-bas avec Jean-Luc Mélenchon, Carlos Bilongo et Arnaud Le Gall. Mes collègues se sont rendus à l'est de la RDC. Alors c'est pas la même situation évidemment qu'en Palestine, mais on a une histoire génocidaire. Donc en fait c'est là que ça se rapproche, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'est du Congo, ce sont les conséquences d'un génocide qui a eu lieu au Rwanda, avec des déplacements de population, des choses très compliquées, évidemment aussi, on ne peut pas ignorer les questions d'intérêt dans l'extraction de minerais fondamentaux, vitaux, notamment le coltan, vous connaissez tous, avec l'exploitation d'enfants, mais en tout cas, le point commun, c'est qu'il y a un point de départ génocidaire. Et donc, c'est aussi important de le souligner parce que, faut pas croire, là on parle avec enthousiasme de quelles solutions pour après, mais en fait il faut se dire que ce qui se passe là, en Palestine, c'est le premier génocide du XXIe siècle. Ça laissera des traces, et ça laissera des traces y compris dans la région, parce que je pense qu'à un moment donné, les États de la région, les États arabes notamment, je pense que la population leur demanderont peut-être des comptes. Ce que tout à l'heure je parlais de l'Union africaine, faut pas croire pareil, même en Afrique il se passe beaucoup de choses. Mais les populations, les peuples africains en fait, ont vu quand même que certains États étaient un petit peu en dessous de ce qu'ils pouvaient dire. Et vraiment l'Afrique du Sud, en tout cas sur le continent africain, l'Afrique du Sud a réveillé d'autres États. Et donc du coup, il peut même y avoir des... Alors je ne parle pas du Maroc, mais il peut y avoir des contestations de certaines coopérations entre des États africains et Israël. Je pense que ce qui se passe peut avoir des conséquences, même internes dans certains pays. En tout cas, je l'espère. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Les caméras de surveillance de l'Assemblée nationale sont aujourd'hui équipées d'un logiciel israélien. Et quand on connaît, comme Nadège l'a dit, le degré d'intrusion des systèmes de surveillance israéliens et la collecte de données au service aussi des États-Unis, ça a de quoi nous inquiéter. Si l'État français est si frileux, c'est que derrière il y a une dépendance de l'État français sur la question des logiciels, puisque l'armée israélienne a toujours investi depuis très longtemps dans des technologies de pointe contre les populations palestiniennes, y compris contre sa propre population, pour contrôler les opposants politiques. J'en profite parce que pour construire la paix, il faut être deux. Et les voies de la paix aujourd'hui, il en manque du côté de l'État et du gouvernement israélien. Il y avait 2 députés communistes qui sont très courageux, qui mènent une bataille très forte, et les 2 ont été exclus du Parlement israélien. Ils ont été exclus du Parlement. Ils n'ont pas été exclus? Si, ils ont été exclus. Le règlement de l'Assemblée nationale israélienne veut que, pour te virer, il faut 90 votes. Et moi, ce que j'ai vu dans Haaretz, le israélien, c'est qu'en Cassis, il y a eu 85, ce qui est déjà énorme, sur 120 qui ont voté. Ils ont pris quand même 2 fois 15 jours, hein, ça c'est sûr, d'exclusion. Ils ont pris 2 fois 15 jours d'exclusion de l'Assemblée parlementaire israélienne, puisqu'on a fait un courrier avec plusieurs députés pour demander à ce que la France interroge aussi l'État israélien pour savoir ce qu'il faisait des traitements des parlementaires qui simplement, ce qu'ils ont dit dans l'Assemblée israélienne, c'est demander le cessez-le-feu.
C'est ça qu'ont dit les parlementaires communistes qui y siégeaient, et ça leur a valu 2 fois 15 jours d'exclusion. Tu as aussi dit qu'il y avait besoin de voix de la paix, et j'en profite pour alerter sur aussi la situation, ça n'a pas été fait, mais des détenus aujourd'hui, palestiniens qui sont dans les prisons, les détenus administratifs, qui sont des gens qui sont détenus en dehors de toute règle de droit, que l'État israélien et son armée arrêtent, il n'y a pas de procédure judiciaire, ils n'ont pas le droit de voir des avocats, on ne sait pas quand est-ce qu'ils sortent, quand est-ce qu'ils peuvent voir leur famille. Et depuis le 7 octobre, toutes les visites de famille ont été suspendues aux détenus palestiniens, notamment à celui qui est un des plus célèbres aujourd'hui et qu'on présente comme une des voies possibles de la reconstruction de la paix, puisque c'est une des personnalités les plus populaires chez les Palestiniens, quel que soit le territoire, c'est Marwan Barghouti. On avait demandé à plusieurs députés sa libération il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on est très très inquiet puisque l'État israélien l'a déplacé dans une prison de haute sécurité. On est sans nouvelles depuis plusieurs jours et on ne sait pas ce que devient Marwan Barghouti. Et au-delà de massacrer une population, c'est aussi une organisation pour tuer l'espoir et tuer les voix qui sont aujourd'hui celles qui demain pourront reconstruire une perspective de paix. Donc nous allons continuer à nous mobiliser aussi pour demander à ce que l'ensemble des détenus de droit administratif soient libérés, qu'il y ait aujourd'hui des rapporteurs. C'est pour ça que nous avons aussi saisi la compagnie internationale, qu'il y ait des rapporteurs qui puissent rentrer, témoigner des conditions de détention aujourd'hui faites par l'État israélien sur des gens qui sont torturés, sur des gens qui sont déplacés chaque jour de prison. On ne sait pas ce qu'ils deviennent et on est très inquiet. Il y a 7 prisonniers qui sont déjà décédés depuis le 7 octobre avec des conditions qui sont absolument ignobles et inhumaines. Cette question, elle est parfois un peu passée sous silence et il faut continuer à la porter parce que c'est une des composantes de l'offensive de l'État et du gouvernement israélien d'extrême droite, à la fois l'offensive militaire, à la fois la question du blocus, mais aussi la maltraitance, le fait de mettre des gens dans des prisons. On avait reçu Salah Hamouri à Noisy-le-Grand il y a quelques semaines qui expliquait comment les gens étaient arrêtés pendant 3 mois, premier avertissement, on les laissait repartir. Et finalement, on leur dit si vous recommencez, vous allez y passer 6 mois. Puis on ne sait jamais si vous allez être libéré, si vous allez avoir accès à un procès, qu'est-ce que vous allez faire demain. C'est aussi briser des générations entières pour leur faire intérioriser le fait qu'il n'y aura pas demain d'espoir et de libération possible pour ce peuple-là. Donc la question des prisonniers politiques palestiniens, elle est centrale. Et je termine sur une note plus large, c'est que la question qui est face à nous, c'est aussi la question de l'extrême droite partout dans le monde. Parce que l'internationale fasciste, elle se relaie à la télé pour soutenir le gouvernement de Netanyahou. L'ensemble des gouvernements d'extrême droite qui sont aux affaires en Europe et dans le monde apportent leur soutien à Netanyahou. Et le projet israélien est un projet aujourd'hui d'extrême droite. Et c'est un danger qui aujourd'hui guette l'Europe et le monde avec une offensive réactionnaire, raciste, antisémite de ces gens-là. Et nous avons eu raison, et je le redis ici, de ne pas participer à cette marche qui était organisée pour apporter un blanc-seing à des gens qui sont des antisémites. Nous, à l'Assemblée nationale, on siège face à un député qui s'appelle Frédéric Bocaletti, qui est un député du Rassemblement national, qui était avant propriétaire d'une librairie antisémite. Avant d'être député, il était propriétaire d'une librairie antisémite. Jamais nous ne marcherons avec ces gens-là. Nous les combattons tous les jours à l'Assemblée, nous les combattons tous les jours dans les médias, tous les jours dans la rue. Et pour mesurer ce qui s'est passé à cette marche, c'était la première fois depuis la Première République que des responsables politiques d'extrême droite marchaient aux côtés de responsables de l'État. C'était la première fois depuis la Première République qu'il y avait une marche où des gens, dirigeants d'extrême droite, marchaient avec les représentants de l'État français. Les macronistes, qui se présentent comme le rempart à l'extrême droite, sont un tremplin à ces gens-là. Depuis 2017, ils servent de marchepied à l'extrême droite, ils préparent l'arrivée au pouvoir de ces gens-là en reprenant leurs mots et leurs idées. Et la dernière loi que nous avons vue arriver dans l'hémicycle, où des pans entiers du programme de Jean-Marie Le Pen ont été insérés dans la loi, qui est une loi profondément raciste, ne doit pas être dénouée du contexte où nous avons des soutiens inconditionnels à le pays qui vont soutenir le gouvernement israélien parce qu'il y a une communauté d'idées, il y a des gens qui partagent aujourd'hui l'idée qu'il faut mettre en place des politiques racistes, qu'il faut exterminer certaines personnes, qu'il faut aujourd'hui stigmatiser et montrer du doigt une partie de la population du monde pour justifier certaines décisions politiques, montrer du doigt celles et ceux qui sont considérés ne pas avoir la bonne couleur de peau, ne pas être de la bonne religion, pour continuer à gaver quelques-uns dans ce pays. Et là aussi, une politique antifasciste, elle doit s'accompagner d'une politique anticapitaliste. Les deux marchent sur la même voie politique et nous continuons à porter ça. Et encore une fois, merci à vous ce soir d'avoir répondu présent. Merci aux intervenants.
Parce que vraiment ton témoignage, il est aujourd'hui un puissant émetteur pour les voix palestiniennes. C'est un puissant émetteur pour faire toucher du doigt. Parce que les gens, quand ils nous voient, nous disent vous êtes des responsables politiques, vous êtes dans la caricature, vous instrumentalisez une situation, vous êtes en campagne électorale permanente. Aujourd'hui, on a des gens qui ont vécu là-bas l'horreur, qui l'ont touché du doigt et qui viennent témoigner, qui viennent porter une parole qui est extrêmement importante pour mettre aussi en face des réalités cette personne qui nous dit ça n'existe pas, ce que vous racontez n'existe pas. Si ça existe, des gens sont là pour en témoigner et il faut continuer à relayer leurs messages et leurs témoignages pour que cette voix-là ne s'éteigne pas et qu'on puisse à la fin libérer le peuple palestinien de l'oppression dans laquelle il est et que demain il puisse vivre en paix avec la population israélienne et qu'enfin la guerre cesse dans certains endroits du monde comme partout et qu'on reconstruise un monde de paix.